Ça fait 20 ans que je suis à la retraite. À 80 ans, j'ai moins d'énergie que quand j'en avais 60, c'est sûr. Avec mon mari, on a dû arrêter il y a quelques années les randos avec notre association. Trop longues et trop rapides. Mais qu'est-ce qu'on en a profité. On continue des balades, mais à notre rythme. Ça n'a plus rien à voir. Pareil pour les voyages. On a fait tous les recoins de la France. Et du monde aussi. Europe, États-Unis, tant qu'on avait la forme. C'était vraiment bien de pouvoir partir sans contrainte, grâce au camping. Quand j'ai arrêté de travailler à 60 ans, j'étais bien décidée à profiter de mes journées. Libre, sans avoir à dépendre de ma hiérarchie, sans avoir à rentrer tard à cause de la charge de travail, sans avoir la crainte d'être jetée comme une vieille chaussette au chômage. À la retraite, j'ai profité de mon temps, libre, tant que ma santé l'a permis. Avec mon mari, on a fait des activités ensemble et d'autres séparément. On a été à la retraite pratiquement en même temps. Mon mari en avait archi marre de la logistique. Après sa retraite, pendant 12 ans, il a été conseiller municipal de notre petite commune. Et ça le passionnait. C'est drôle d'ailleurs, c'était pas si différent de son travail. Mais c'est la finalité qui était différente, orientée sur l'utilité générale, et ça lui plaisait. Et puis, ça lui a donné une petite popularité locale. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous chez mon kiné, même s'il ne peut pas faire grand-chose contre mon arthrose. Je me passerai bien de tous ces rendez-vous médicaux. Heureusement, ce n'était pas comme ça à 60 ans. Les retraites sont partie prenante des questions des risques sociaux. C'est-à-dire à partir de quel moment, au fond, des risques considérés largement comme individuels au XIXe siècle, et peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire que la maladie, le chômage sont renvoyés à la personne. Et au cours du XXe siècle, par des étapes assez longues, ce sont devenus peu à peu des risques sociaux, c'est-à-dire des risques pris en charge par la collectivité. Alors il a fallu toute une histoire, donc en partie le fait que les systèmes précédents ont échoué du fait notamment de la crise des années 30, puisque au fond, dans un système par capitalisation, vous récupérez ce que vous avez misé. Donc le risque est quand même individualisé. Tandis que dans un système par répartition, ça n'est pas ce que vous avez cotisé que vous récupérez. Chacun donne en fonction de ses moyens et vous récupérez en fonction de vos besoins et au fond du mode de vie qui a précédé. Jusqu'à la fin des années 60, la majorité des ouvriers n'arrivent pas à 65 ans. On a toute une série de facteurs qui sont démographiques, qui sont sociaux, qui sont économiques et qui font qu'à partir des années 70, le niveau de vie des retraités et la durée de vie à la retraite vont augmenter. L'abaissement de l'âge de départ à la retraite à 60 ans, en 1982, lié à l'augmentation de l'espérance de vie, dégage un temps qui, dans le cycle de vie, n'est plus seulement une fin de vie. En 1944-45, on reconstruit sur une table rase et sur d'autres principes, puisque les principes qui ont été défendus dans les années 20 sont disqualifiés par la crise, plus l'occupation éventuelle et la collaboration économique en plus qui peut intervenir. Donc au fond, il y a la reconstruction d'un système qui va puiser en partie sur certains éléments d'avant, mais qui reconstruit un système tout entier de nouveau. Au nombre des avancées sociales inscrites dans le programme du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale participe de la refondation de la République à la libération d'une République. C'est inscrit dans la Constitution qui se veut désormais démocratique et sociale. Et donc, la sécurité sociale en est un des piliers. En 1945, on a l'idée d'un changement quand même en profondeur. Le système est beaucoup plus étendu. On supprime en fait le plafond d'affiliation aux assurances sociales qui était dans la loi de 1928 et dans celle de 1930.
Et les droits sont beaucoup plus importants, le système est beaucoup plus généreux. Et les malades sont beaucoup mieux indemnisés, les droits à indemnisation sont ouverts beaucoup plus facilement. Donc on a un système qui est beaucoup plus généreux. L'administration est aussi revue, on supprime le principe de la caisse d'affinité qui avait survécu en 1928 et 1930 et on le remplace par un système de caisse unique. Et les acteurs de l'époque, aussi bien des gens comme Pierre Laroque que des gens de la CGT, défendent cette idée de rupture, cette idée de saut, cette idée de passage à un nouveau système. Pour autant, il existe évidemment de nombreuses continuités, si bien que l'historien de la protection sociale Bruno Valla parle plus d'une réforme en profondeur, certes, mais d'une réforme en fait du système des assurances sociales de 1928 et 1930 que d'une création ex nihilo et d'une rupture fondamentale. Et il défend cette idée en mettant en valeur le fait qu'il y a quand même un certain nombre de continuités importantes qui s'établissent. Continuité dans le financement par cotisation. La France refuse le financement par l'impôt de la protection sociale, aussi bien pour les retraites que pour la sécurité sociale, que pour l'assurance maladie. Il n'y a rien de débat, les historiens adorent ça. Est-ce que c'est rupture, est-ce que c'est continuité? Bon... on va pas entrer là-dedans, mais évidemment, on reprend des choses dans la sécurité sociale d'avant, mais quand même, la grande rupture, c'est de faire un système unique, alors que jusqu'à présent, les risques sociaux étaient couverts différemment. On l'a vu, les accidents du travail, c'est 1898, la retraite, c'était 1910, puis les assurances sociales en 1930, qui couvrent pas tout le monde, etc. Les allocations familiales se superposent encore, par financement patronal en 1932, donc qui est encore un autre. Donc là, il y a l'idée qu'on va unifier le système, donc c'est un système unifié, et c'est d'autre part un système qui se veut universel, c'est-à-dire pour l'ensemble de la population, en commençant par les salariés. Donc c'est quand même un saut, même si on reprend certains éléments. Croizat, qui est le ministre de 46, donc qui met fin, qui fait voter les dernières lois, au fond, à l'habileté, et au fond il fait preuve de compromis qui a été le sien d'un homme d'État, c'est de garder les mutuelles quand même dans le système, même si elles ont un rôle maintenant second, mais où elles vont quand même continuer à rentrer dans le système. Il garde les médecins libéraux. Il y a des phrases superbes pour dire la médecine anglaise a été fonctionnalisée, mais pour nous, les médecins n'accepteront jamais ça. Donc il faut garder la médecine libérale, d'où le fait que on a ce compromis extraordinaire où on a un système socialisé, mais où la médecine, par ailleurs, reste libérale dans le système, malgré tout. Et d'autre part, ce sont des ministres communistes qui font accepter par la CGT et les communistes dans la CGT la cotisation ouvrière et le système d'allocation familiale qu'ils rejetaient quand ils étaient dans la CGTU jusqu'en 1937 et puis pratiquement jusqu'en 1943. Donc c'est une vraie conversion dans un contexte très particulier où il y a eu une grande unité propulsée par la résistance. Et où d'autre part, il y a une poussée considérable des droits sociaux et des droits économiques dans un contexte où, au fond, les communistes considèrent qu'ils auront en plus une emprise sur le système puisque les caisses seront gérées largement par les syndicats les plus représentatifs. Alors, dans un premier temps, jusqu'en 67, maladie et retraite sont confondues. En 1946, les caisses sont gérées par des salariés élus. Alors, ils vont être élus en 47, mais par des salariés qui occupent les 3/4 des sièges. Les employeurs n'en occupent qu'un quart. Donc, ça change tout. Le niveau des pensions est amélioré nettement, et d'autre part, ce sont les salariés, de fait, qui gèrent ces caisses. Ça, jusqu'en 1967. Non seulement le patronat n'est représenté qu'au tiers, puis finalement au quart des administrateurs, mais au niveau des cotisations, on double les cotisations. Au total, elles passent de 8% des salaires à 16%. Mais la répartition des 16% n'est plus paritaire. C'est 6% pour les salariés et 10% pour les employeurs. C'est-à-dire que au moment où on augmente les cotisations patronales de façon très sensible, on diminue leur représentation dans les caisses d'administration de la sécurité sociale. Français, vous voterez bientôt, comme vous y convie Monsieur Laroque, directeur de la Sécurité sociale. Le 24 avril prochain, il va être procédé par toute la France à des élections générales en vue de pourvoir à la désignation des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocation familiale.
Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Elles sont des instruments de solidarité. Comme telles, elles doivent être gérées par les intéressés eux-mêmes ou par les représentants élus qui pourront, mieux que quiconque, orienter l'emploi des fonds et le fonctionnement même des services dans le sens des désirs des travailleurs. De façon générale, l'historiographie a encore peu étudié en fait les administrateurs des caisses de sécurité sociale, patronaux aussi bien que syndicaux. Il y a peu de travaux en fait sur ces personnels, c'est-à-dire sur qui ils sont, comment ils arrivent là, comment ils font leur carrière, qu'est-ce que ça implique sur leur position ensuite au sein de leurs organisations syndicales. Ça, il y a très très peu de choses là-dessus. C'est un peu un trou et ça mériterait en fait d'être fait parce que ça permet aussi du coup de comprendre des choses sur le mouvement syndical. Sur les fonctions de gestionnaire qui sont assumées par ces représentants syndicaux, notamment sur la période des années 50, des années 60, quand le système se met en place, il y a très peu de choses. À ma connaissance, il n'y a aucune étude prosopographique par exemple qui a été faite. Oui, en 1945, la gestion des caisses était assurée par les représentants syndicaux à des votes proportionnels, donc qui fait que massivement c'était les représentants de la CGT, même si la CFTC pouvait représenter une petite part. Donc le système n'est pas paritaire au sens où le patronat ne joue pas de rôle initial dans ces caisses. Il faut bien reconnaître que le patronat en 1946 est dans une situation extrêmement délicate, a du mal à se reconstituer même sous une forme d'une confédération. Le CNPF, le Conseil national, il s'appelle même pas confédération comme avant-guerre, mais un Conseil national du patronat français pour essayer de trouver un patronat pas trop marqué par l'occupation et la collaboration, ça n'a pas été simple, etc. Et le patronat n'est pas présent dans le programme du CNR, là aussi sans doute faute d'avoir trouvé un certain nombre de patrons résistants qui accepteraient. Donc on est dans un contexte où l'image du patronat est quand même très affaiblie. Or c'étaient les principaux opposants au système de la sécurité sociale. Il y avait les médecins, il y avait les patrons, il y avait les mutuelles. My plan for social security in Britain. Mon plan pour la sécurité sociale en Grande-Bretagne est d'étendre et de fusionner nos régimes distincts d'assurance sociale existants en un régime général qui garantira à chaque citoyen, à condition de travailler et de contribuer, tant qu'il peut travailler, un revenu suffisant pour sa subsistance et celle de sa famille lorsque, pour une raison quelconque, il ne pourra pas travailler en raison de maladie, accident, chômage ou vieillesse. Unemployment or old age. Contrairement à ce qu'on dit parfois, le système français n'est pas du tout étatique à l'origine en 1945, beaucoup moins que l'anglais. Ambroise Croizat, ministre après Alexandre Parodi, les deux ministres qui vont mettre en place la sécurité sociale avec Pierre Larocque, qui est le directeur général donc au ministère du Travail de la Sécurité sociale, ont le souci, à peu près de la même manière tous les trois, rentrons pas dans les détails, d'en faire un système géré par les assurés. C'est le terme exact de l'époque. On veut un système géré par les assurés. Ambroise Croizat explique, il y a un article de 47 qui est tout à fait intéressant, où il fait une critique du plan Beveridge. Le plan Beveridge, c'est ce qui a inspiré la sécurité sociale en Angleterre en 1945-46. Et il dit, on ne veut pas d'un système étatique payé par les impôts, une administration nouvelle qui est une bureaucratie et une caisse anonyme. Et il a des mots très durs pour dire on ne veut pas un système bureaucratique, on veut un système vivant, géré par les assurés eux-mêmes. Et donc, la sécurité sociale, c'est pas une administration, c'est pas un segment de l'administration financière ou même du ministère du Travail, c'est bien, au fond, un organisme contrôlé et où les caisses sont gérées par les représentants des assurés. Sauf qu'à l'époque, les représentants des assurés, c'est forcément les syndicats. C'est-à-dire que les syndicats ont pris une telle ampleur dans la lutte clandestine et dans la libération et dans la syndicalisation, parce que, je sais pas, la CGT représente plus de 3 millions de syndiqués,
donc représente une force véritable, notamment dans les secteurs économiques qui sont appelés à œuvrer pour la reconstruction, qu'il est impensable de penser que la population française puisse être représentée autrement que par les syndicats. Et lorsqu'on parle par exemple des consommateurs, ou je sais pas, on pense tout de suite aux syndicats pour représenter les consommateurs. C'est-à-dire que les seules associations qui sont reconnues à l'époque, c'est les mouvements de résistance, qui jouent ce rôle un peu du tiers secteur associatif, et qui ont été partie prenante dans le programme, mais avec des recoupements, puisque dans les résistants, il y a aussi des syndiqués, donc on se doute bien que ça coïncide. Donc on avait un système en 45 qui était pas étatique, pas financé par l'impôt. Et il y a un débat, alors ça peut être aussi intéressant par rapport à BlackRock, il y a un débat à l'égard du plan Beveridge qui est très intéressant de la part de tous les responsables français, qu'ils soient socialistes, MRP ou communistes, c'est de dire le système des Beveridge, on peut pas le faire en France. C'est-à-dire que le système Beveridge, c'était on donne un minimum vital à tout le monde, et puis vous avez des assurances volontaires en plus. C'est-à-dire c'est un système à la fois étatique, puisqu'il est financé par l'impôt, mais libéral, parce qu'on part de l'idée, l'État assure un filet, et après vous vous assurez vous-même, à la mesure de vos possibilités, des risques que vous prenez, de votre initiative, de votre responsabilité. Les Français disent, nous, on peut pas se permettre ça, parce que d'abord, on peut pas assurer un minimum vital par l'impôt. Le niveau de vie en Angleterre est quand même incomparablement supérieur à celui de la France en 44-45, même s'il y a des restrictions, etc. Et donc, le système dit bismarckien, et Bismarck est mort depuis longtemps, il n'y a plus grand-chose à voir avec Bismarck, mais enfin, disons, le système de cotisation est nécessaire pour qu'on soit assuré d'avoir des ressources suffisantes. Et donc, le choix, il est politique, mais il est aussi par défaut. La France est trop affaiblie et ne peut pas envisager un système vraiment étatique qui serait financé par l'impôt. Donc on a bien un choix fondamental qui était le choix de la cotisation et des prestations assurées par des cotisations. Le niveau des richesses créées en 2020 et celle de 1945 est sans commune mesure, parce que on sort quand même, on est dans un pays qui est exsangue, qui est aux 2/3 de sa production industrielle, à la moitié de sa production agricole. Quand on crée la sécurité sociale, c'est la situation. Bon, on trouve quand même les moyens de mettre sur pied cette réforme avec des taux de cotisation qui doublent par rapport à ce qu'ils étaient du temps des assurances sociales. Les richesses créées aujourd'hui, encore une fois, sont sans commune mesure avec celles dont on disposait au moment où la sécurité sociale et le régime universel de retraite qui a été mis en place à l'époque est institué. Alors, en quoi c'est lié au salariat? Ça n'est qu'une histoire assez progressive, puisque, en fait, la France, pendant assez longtemps, même au cours du XXe siècle, les salariés occupent une place relativement restreinte, si on compare à la société britannique ou à la société allemande. Je rappelle que, grosso modo, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a à peu près, je schématise, un tiers de salariés, un tiers de paysans, un tiers d'indépendants. Donc, le salariat n'est pas encore une catégorie centrale. Mais le programme de la résistance va en faire la catégorie centrale. C'est-à-dire un système de répartition, d'abord pour tous les salariés, dans l'ordonnance de 45 et les lois de 1946. Le système tel qu'il est échafaudé en 1945 tend à défavoriser, il est défavorable, tous ceux qui ont une activité professionnelle discontinue, tous ceux qui, à un moment ou à un autre de leur existence, s'arrêtent en fait de travailler. Et donc, de fait, ça tend à défavoriser les femmes, qui sont plus que les hommes concernés par ces interruptions, ou par ces carrières hachées, discontinues, etc. La sécurité sociale, elle instaure la pension de réversion pour les femmes. La sécurité sociale voulait au départ être universelle, c'est-à-dire englober tous les actifs. Elle repose sur le travail, les cotisations reposent sur les revenus, sur les salaires, mais elle veut être universelle. 3 problèmes. Premier problème, l'état du pays, les destructions de la guerre,
Le pillage par l'occupant fait que le pays, économiquement, est en dessous de zéro. Donc, il va faire un gros effort, mais il n'est pas en mesure de le faire pour l'ensemble des actifs. Deuxième point, les indépendants, les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les professions libérales ne veulent pas être rattachés à la sécurité sociale parce qu'ils disent « nous allons servir de vache à lait pour les salariés. On va cotiser et ça sera pour eux. » Donc, ils souhaitent rester à l'écart. On verra. Les personnes qui étaient employées sans être rémunérées étaient en grande majorité des femmes. Cette figure-là, qui n'est pas marginale, donc une figure qui est présente donc dans toutes les activités commerciales, la femme du boulanger, un exemple très connu, mais aussi justement la femme du petit entrepreneur du bâtiment. Donc 30% encore actuellement des petits entrepreneurs travaillent avec leurs épouses ou époux. Donc 30% c'est beaucoup. Et entrepreneurs qui, il faut le dire, souvent étaient aussi dans cette non-déclaration soutenus par leur conjointe qui était souvent responsable de la trésorerie parce qu'évidemment le problème est que ces petites entreprises ont des difficultés de trésorerie qui étaient souvent en fait sous la responsabilité des épouses qui étaient les comptables de ces entreprises. Beaucoup de ces tâches sont des tâches de service des femmes dans les entreprises familiales. Elles répondent au téléphone, elles tiennent les comptes, donc elles sont les comptables, elles sont aussi celles qui s'occupent de relations avec les fournisseurs. Donc, et ces femmes-là étaient elles-mêmes très prudentes et évidemment avaient aussi une fonction dans cette sous-déclaration, c'est-à-dire qu'elles étaient consentantes. Et c'est ça qui est... Sauf que depuis les années 70, l'explosion des divorces a mis, je crois, les doigts sur cette question des séparations qui, évidemment, dans certains cas, et notamment pour les femmes, pouvaient se traduire par une perte sèche d'un travail et d'un travail qui n'avait eu aucune forme de reconnaissance ni en termes de salaire mais ni non plus en termes de versement des cotisations qui ouvraient des droits. Donc ces femmes en fait n'étaient pas couvertes ni pour tout ce qui est retraite ni pour tout ce qui concerne les chômages éventuels, ni pour d'autres formes de prestations qui seraient liées au versement des charges. Du coup, ces femmes, souvent divorcées et privées des droits sociaux, n'avaient réellement aucun moyen pour revendiquer quoi que ce soit. L'étape d'après, c'est 1946. S'agissant des retraites et des conventions collectives, pour le personnel ouvrier, les conventions collectives du Front populaire n'abordent jamais la question des retraites. Les régimes de retraite conventionnels ne concernent que le personnel technicien, agent de maîtrise, ingénieur et collaborateur. En 1946, il y a 200 000 salariés qui bénéficient donc de régimes conventionnels, qui sont censés les abandonner pour rentrer dans la sécurité sociale, ceux qui le refusent, aussi bien ces salariés d'ailleurs que leurs employeurs, ne veulent pas d'une adhésion obligatoire. Donc ils demandent en fait à ce que ces régimes conventionnels soient des régimes spéciaux, à l'instar du régime des ouvriers mineurs, enfin du régime de retraite des mines. Le gouvernement refuse. L'argument, c'est que ces régimes ont été instaurés après 1930. Donc le gouvernement refuse, mais engage des négociations. Donc il y a une commission paritaire qui est créée pour que les salariés puissent conserver leurs avantages. Parce que un des arguments des salariés pour maintenir ces régimes de retraite conventionnels, c'est qu'ils leur offrent des prestations élevées, alors en échange de cotisations plus importantes. Et à partir de ce moment-là, s'engage un processus de négociation qui aboutit à des accords conclus en 1947, qui instituent donc des régimes conventionnels de retraite complémentaire obligatoires pour les cadres. Ces régimes conventionnels sont articulés en fait à la protection sociale obligatoire instaurée par les ordonnances de 1945 comme régime complémentaire. Ça n'est pas une solution de justice, puisque les cadres cotisent au pot commun jusqu'au plafond, et pour la partie qui est
au-dessus du plafond, ils cotisent à part. Ils ne cotisent plus avec les autres. Bon, mais c'est le compromis qui va être passé et qui va être le point de départ, par la suite, des régimes complémentaires qui ne vont pas être simplement limités au cadre, mais qui vont être aussi accordés aux autres salariés et qui vont faire en sorte qu'à côté des 40% qui sont initialement garantis à la base des 10 dernières années, on va avoir un complément qui sera versé, moyennant évidemment cotisation, mais qui ne vont pas à la sécurité sociale, qui sont gérés par des caisses spéciales, qui sont des caisses paritaires, où salariés et employeurs siègent à égalité. Donc le paritarisme revient dans les retraites par le biais des complémentaires. Alors on aurait pu très bien se passer de complémentaires. Il suffisait de supprimer le plafond. Dans la grève d'avril-mai 1953 à Renault, donc une grève d'un nombre limité d'ouvriers, 400 à 700, des hommes, des femmes, des étrangers. Les revendications étaient d'une part une augmentation du taux horaire de 25 francs, la rémunération des ouvriers algériens pour leurs prestations sociales au même tarif que les ouvriers métropolitains, et il apparaissait la revendication d'une 3e semaine de congés payés et une retraite complémentaire. Suite à cette grève, une réflexion a été engagée dans la direction du personnel visant à réduire les écarts de statut entre les ouvriers et les mensuels. Les mensuels qui bénéficiaient déjà d'un système de complément de retraite qui était un peu différent de ce qui s'appliquera après, qui avaient droit au paiement des jours fériés, ce qu'on n'avait pas droit les ouvriers, puisqu'ils étaient horaires, donc les jours fériés n'auraient été pas payés. Donc il y a une réflexion qui s'engage au sein de la direction, et la direction finit d'accepter d'engager un processus débouchant sur un accord d'entreprise qui réduirait les écarts de statut entre les ouvriers et les mensuels, avec l'idée de mieux les intégrer à l'entreprise. Donc cet accord d'entreprise est présenté aux syndicats et débattu en septembre 1955. La CGT de l'usine refuse de le parapher, finit par le parapher, s'y rallier longtemps après sous l'injonction de la direction confédérale. Et cet accord d'entreprise crée une retraite complémentaire qui s'appelle la CRIC, Caisse de retraite interentreprise, parce qu'elle l'a créée, Renault l'a créée avec d'autres sociétés industrielles de grande importance, entre autres il y a Dassault. Et cette retraite complémentaire, au moins au début, permet un départ des ouvriers avec un taux de retraite global qui est de l'ordre de 80% du salaire qu'ils percevaient. Ensuite, le système se généralisant, le taux de remplacement ne sera pas aussi favorable. Donc c'est Renault qui a l'initiative d'une action d'une dynamique qui se généralise après. Il n'y a pas d'illusion sur le fait que ça réduira les conflits sociaux. Il y a d'autres facteurs qui les réduiront. Mais au moins, ça crée un attachement à l'entreprise. Au début, c'était combattu par la CGT et le PC. Dans les années 70 et 80, c'était cultivé par la CGT et le PC. L'attachement à l'entreprise nationalisée, pas comme les autres, etc. J'ai interrogé Roger Sylvain qui me disait que quand il est rentré jeune apprenti au début des années 50 chez Renault, il a rencontré des gens, des ouvriers, qui avaient dépassé les 70 ans et qui continuaient à travailler parce que la retraite auquel ils accédaient, la retraite de la Caisse nationale de vieillesse, était pas suffisante. Et de fait, l'accord a permis aux ouvriers d'accéder à une retraite beaucoup plus confortable que celle auquel ils avaient droit avant. Il y a ce que l'on peut vraiment nommer maintenant des régimes spéciaux, c'est-à-dire les anciens régimes pionniers, ceux par lesquels l'idée même d'une retraite et d'une pension s'est développée, s'est répandue, diffusée dans le pays, qui ont souvent des avantages supérieurs à ce que peut financer à l'époque le régime général. Alors, ça peut être des avantages quant à l'âge de départ à la retraite,
50 ans pour les roulants des chemins de fer, 55 ans pour les mineurs. Et puis ça peut être des avantages aussi par rapport au calcul de la retraite. Pour les cheminots, pour les fonctionnaires, c'est 75% calculé sur les 6 derniers mois d'activité. Alors que pour le régime général, c'est calculé sur les 10 dernières années. Chez les fonctionnaires, les dernières années sont les mieux payées. Il y a le principe de la carrière. Là, pour le régime général, 10 dernières années, c'est pas sûr que les 10 dernières années soient les meilleures années. Parce que déjà, parfois, on est en difficulté, on ne peut pas travailler aussi intensément, et donc déjà, parfois, les salaires reculent. Donc, le calcul de la retraite n'est pas aussi avantageux que pour les régimes spéciaux. Que va-t-on faire? Est-ce qu'on va aligner par le bas? C'est pas envisageable à la Libération. On est dans une période où on annonce qu'on va faire des progrès sociaux. Donc on ne va pas niveler par le bas, on garde à l'écart ces régimes spéciaux en ayant en tête que le régime général progressivement rattrapera les avantages qui sont ceux des régimes spéciaux. Direction Étoile, prochain train dans 1 minute, le suivant dans 3 minutes. La nationalisation en 1948 conserve délibérément les régimes spéciaux. La RATP, toute récente, il discute d'un nouveau régime de retraite. Alors que les autres professions sont en lutte pour les salaires, des grèves qui ont eu lieu au début de l'année 1950. Au départ, les salariés de la RATP partent sur les salaires, et puis arrive la négociation sur les retraites, avec la bonification d'1 année tous les 5 ans qui est gagnée, qui leur permet de partir plus tôt. Les syndicats, notamment les syndicats autonomes du métro, lâchent la lutte sur les salaires pour avoir la garantie de pouvoir partir plus tôt à la retraite. C'est tout à fait intéressant. Et donc on suppose que la direction de la RATP est également dans ce deal-là. Moins de salaire, mais au final, une retraite correcte et plus tôt que dans le régime général. Pour les années 50, l'argument de la retraite plus tôt, le fait qu'un certain nombre de travailleurs de la RATP puissent partir à 55 ou à 50, à un moment où la plupart partent au-delà de 65 ou autour de ça, eh bien c'est au fond une manière aussi d'attirer de la main-d'œuvre à un moment donné où on est en période de plein emploi et où en fait, vu les salaires bas, la RATP a du mal à recruter. Ils ont un vrai problème de remplacement de la main-d'œuvre et donc il faut bien trouver quelque chose pour attirer. Donc c'est une espèce de compensation et en ce sens, c'est bien du salaire poursuivi, continué, c'est-à-dire le fait que on prend l'ensemble d'une carrière qui commence bas mais qui va au fond se stabiliser et qui à la fin permettra quand même d'avoir un revenu raisonnable. Donc c'est une vraie politique de recrutement. C'est vieux comme les régimes spéciaux, notamment après 1945. L'idée que ces régimes spéciaux soient plus favorables crée une grande inquiétude chez les gouvernants et chez les employeurs. Il ne faudrait pas que le régime général s'aligne sur ces régimes spéciaux. Donc, on décrit ces régimes spéciaux, on les dénigre en mettant en avant les privilèges. Et on joue sur l'aspiration à l'égalité pour dénigrer ces régimes spéciaux. Et donc là, les attaques sont fréquentes. La première grande attaque, c'est 1953. Le gouvernement de l'époque, est un gouvernement de droite, pense pouvoir mener son affaire sans grande difficulté. Il va agir à l'époque par ce qu'on appelle des décrets-lois, c'est l'équivalent des ordonnances d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Parlement vote un chèque en blanc à l'exécutif qui prend des décrets qui ont valeur de loi. Ça évite la discussion parlementaire. On a ciblé la période au mois d'août. On est tranquille. C'est déjà la période des congés, même si les congés ne sont pas aussi longs. À l'époque, c'est encore 2 semaines. Il n'empêche, c'est une période sans doute où la tension est plus faible. Le gouvernement se dit, je vais passer mes décrets-lois le 4 août, il a prévu, ça va passer comme une lettre à la poste. Ce qu'il n'a pas bien compris,
c'est que c'est vrai que le gros des salariés est en congé dans la première quinzaine d'août, sauf dans les services publics. Parce que précisément, les services publics assurent une continuité. Les trains continuent de fonctionner, et même pendant les congés d'été, ils fonctionnent bien. La poste continue de fonctionner, et toute une série d'administrations. Les enseignants ne travaillent pas. Mais en dehors des enseignants, la fonction publique et les services publics fonctionnent. C'est même ce qui les caractérise. Ça, il n'y a pas pensé, et surtout, il n'a pas pensé que ça serait quelque chose d'aussi sensible. Et on peut dire que les syndicats non plus n'y croient pas. D'abord, ils sont divisés, c'est la guerre froide. 5 ans auparavant, il y a eu des grosses défaites dans des luttes sociales, donc le climat est pas vraiment revendicatif. Et donc, ils ont fait, si je puis dire, le minimum. Ils ont appelé, puisque c'est le 4 août que les décrets doivent être discutés, ils ont prévu des débrayages d'1 heure à la fin de la journée. C'est vraiment le service minimum. Sauf que, d'abord, ces débrayages sont très suivis dans les services publics et que souvent, à l'issue de ces débrayages, il y a des réunions, des assemblées générales qui votent la grève. Et c'est en particulier le cas chez les postiers. Ça démarre à Bordeaux. Les postiers décident de voter la grève reconductible tant que les décrets-lois ne seront pas arrêtés. Mais il n'y a pas eu de mot d'ordre syndical. C'est parti de la base, mais ça se propage comme le feu dans une prairie sèche. Ça se propage à la poste. Puis ça va gagner les chemins de fer, ça va gagner EDF, ça va gagner les éboueurs, ça se propage dans tous les services publics et le pays est paralysé. Et aux alentours du 10 août, on n'est pas loin de 4 millions de grévistes. Personne ne l'avait vu venir et c'est une grève qui dure. Alors dans un premier temps, il y a la surprise, le gouvernement qui est présidé par Laniel, qui a été membre du Conseil national de la résistance. Au passage, c'est un entrepreneur, un patron, il ne comprend pas du tout ce qui arrive, et donc il utilise la radio et il utilise la fermeté. Non à la grève, pas question, je ne céderai pas, seulement la grève dure. La grève dure, et l'opinion qui au départ n'a pas compris, écoute, comprend qu'on veut retarder l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires et des agents des services publics, parfois jusqu'à 7 ans, hein, donc c'est pas rien. Et comme la grève dure, l'opinion, elle n'est pas aussi exaspérée que si la grève avait lieu au mois de novembre ou au mois de décembre. Hein. Là, elle est en vacances. Mais néanmoins, il va falloir rentrer des vacances. Donc, elle commence à s'inquiéter et elle trouve finalement que le gouvernement s'obstine et que, au fond, les agents des services publics, ils ne gagnent pas tant que ça. Et si en plus on touche à leur retraite, qui est en quelque sorte la contrepartie des petits salaires qu'ils touchent, rien n'ira plus. Et donc l'opinion publique ne comprend pas le gouvernement et se retourne contre le gouvernement. Et ça, dans un régime normalement démocratique, quand on n'est pas compris de l'opinion, on recule. Et c'est ce qui va se passer. 53. On pourrait dire 53, c'est comme en 95. C'est pas faux, sauf que les dates sont pas exactement les mêmes. 53, c'est en plein mois d'août, c'est la grève surprise. En 95, c'est en plein automne-hiver. En 53, très vite, les syndicats qui ont une audience qui est plus forte en 53 qu'elle ne l'est en 95. Hein. Il y a plus de syndiqués en 53 qu'il y en avait en 95. Donc les syndicats qui n'ont pas vu venir le mouvement, très vite l'organisent et le prennent en main. Les syndicats sont beaucoup plus puissants à l'époque qu'ils ne l'étaient, sauf qu'ils étaient divisés. Mais à cette occasion, la défense des régimes de retraite l'emporte sur la division syndicale. Sur la fin, la division syndicale rejoue, la CFTC et FO se retire du mouvement, mais le gouvernement de fait cède. Les retraites occupent une grande place, plus en défense qu'en offensive. Les grands mouvements 36 et 68 portent sur les conditions de travail, sur la durée du travail, mais la durée hebdomadaire du travail, et sur les salaires. Les retraites, c'est plutôt dans la défensive que ça provoque de grands mouvements. Mais alors là, la défensive des régimes spéciaux. En offensive, à partir des années 60 et plus encore des années 70, on voit monter l'exigence de la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. En 1956, le Fonds national de solidarité, qui est à l'époque financé, dit-on, par une taxe sur les automobiles qu'on appelle la vignette, qui a disparu après, va étoffer en quelque sorte l'assistance et assure aux personnes âgées, sous la forme de l'assistance,
un minimum. Les représentants du patronat vont vouloir, à un moment donné, être représentés et être dans la gestion des caisses, mais il faut attendre d'abord 1958, puisque là, il y a quand même création à la fois d'un nouveau risque social, qui est le chômage, avec l'UNEDIC. C'est l'arrivée de Gaulle et la création de la Ve République, où à la fin de l'année 1958, au fond, les dirigeants gaullistes, Michel Debré, acceptent la mise en place d'un système paritaire pour les allocations chômage. Mais c'est surtout 1967, les ordonnances en plein mois d'août 1967, qui vont réintroduire le patronat dans les caisses. Le mouvement syndical va s'y opposer, va essayer d'ailleurs d'obtenir un retour en arrière. C'était une des revendications apparues dans la grande grève de 68 et qui ne sera pas suivie des faits, c'est-à-dire que le CNPF, au fond, en acceptant une hausse massive du SMIC à 35%, espérait que la question des ordonnances de la sécurité sociale disparaîtrait de ce qu'on appelle à tort les accords de Grenelle, mais qui est en fait un projet de protocole d'accord, et qui n'est pas un accord en lui-même, mais qui représente une base de compromis possible pour la suite. Eh bien, les ordonnances ne sont pas remises en cause. Donc il y a des réformes importantes sur les salaires, sur la section syndicale d'entreprise, sur la formation, sur les 40 heures, la marche vers les 40 heures, mais au fond, cette question qui pourtant était présentée par la CGT, par exemple, la Confédération, comme une question importante, n'a pas été en fait reprise malgré une grève de 7 millions de grévistes, à la fois dans le public et dans le privé. En 1968 encore, un ouvrier, en moyenne, peut espérer vivre 3 ans après son départ à la retraite. Pour beaucoup d'ailleurs, ils n'atteignent pas encore en 1968 l'âge de la retraite qui est de 65 ans. Donc il faut bien prendre conscience que la retraite, d'une certaine façon, c'est une garantie, mais c'est aussi une incertitude pour beaucoup qui sont usés et qui, surtout pour la génération des années 60, qui a traversé la guerre et toutes les restrictions, toutes les difficultés, donc encore bien peu accèdent à l'âge de la retraite, d'autant plus que la durée du travail est longue. Non seulement la durée du travail dans la vie est longue, 65 ans, mais la durée du travail hebdomadaire est longue, et même la durée du travail annuel. Il faut attendre 1956 pour passer à la 3e semaine de congé payé. Donc, tout ça sont des facteurs qui usent les corps et qui font que beaucoup n'atteignent pas l'âge de la retraite. Jusqu'à la fin des années 60, une bonne partie des retraités qui n'ont la retraite qu'à 65 ans ont des niveaux de pension très faibles et beaucoup vont dans les hospices. Ça, c'est une chose qui a disparu aujourd'hui, mais qui marque une personne âgée, un retraité, c'était jusque dans les années 60, très certainement quelqu'un qui était pauvre. Et là, les choses changent dans les années 60. Jusque dans les années 50, le système hospitalier était quand même dans un état assez limité du point de vue des grandes pathologies, alors qu'à partir des années 60 et notamment des années 70, là il y a quand même une modernisation importante, une humanisation. On voit disparaître quand même peu à peu des salles communes, des équipements très vétustes qui remontaient parfois au début du siècle, etc. Donc c'est aussi un élément qui fait qu'il n'y a pas que l'assurance vieillesse, il y a l'assurance maladie qui elle-même aussi progresse de façon visible et de façon sensible. Si on doit donner quand même un point de repère non négligeable du point de vue politique de la conjoncture de l'après-68, c'est quand même la période, disons, du gouvernement Chaban-Delmas, qui, après le discours La Nouvelle Société, conseillé par Jacques Delors, etc., essaye de mener une politique qui tient compte
largement de la poussée de 1968, c'est-à-dire pour mettre en place quand même un certain nombre d'améliorations, de réformes, au sens plein du terme, pas comme aujourd'hui, mais de véritables avancées. C'est-à-dire que quand on parle de réforme en 1971-72, la réforme de la formation professionnelle, la réforme du calcul de la retraite sont des véritables avancées sociales et ne sont pas des formes de régression comme aujourd'hui quand on parle de réforme. Et donc c'est aussi une volonté réformiste effective qui est dans la foulée de 68, à un moment où les syndicats pèsent lourd dans les conventions collectives, où il y a une généralisation des conventions collectives, et où on est bien dans la foulée du mouvement de 68, avec une baisse très sensible aussi de la durée du travail. Jusqu'au début des années 70, la semaine de travail en France était de 44 heures, ou quelque chose comme ça. C'était une des plus longues d'Europe. Et c'est vraiment au début des années 70 que là, on va peu à peu quand même aboutir par branche à ce que ça descende jusqu'à 40. Donc, on est dans la poussée, effectivement, de la grande croissance. Et comme le système était fondé à la fois sur le plein emploi et au fond sur les ressources tirées du travail vivant, des salaires, fait que tout le système de protection sociale en bénéficie. La progression de la productivité, non seulement le système de 45 a été appliqué, mais il a été largement amélioré et même étendu, puisque au fond, il faut attendre la fin des années 60 et le début des années 70 pour que le système de sécurité sociale s'applique à tous, c'est-à-dire aux agriculteurs, aux indépendants, aux professions libérales, même si d'ailleurs certains d'entre eux étaient hostiles à y entrer en 45 et qui deviennent favorables. C'est-à-dire que là, on a un véritable saut qui consiste à dire que le système devient vraiment universel. Rappelons quand même qu'en 46, le vote de la loi en mai 46 portait sur les seuls salariés, et qu'il faut attendre en fait 20 ans, plus de 20 ans, pour que ça s'étende à l'ensemble de la population. Moi, je me suis beaucoup battu pour les retraites complémentaires avec d'autres camarades. Mais enfin, je peux dire que c'est la vérité. On n'arrivait pas quand même, quelle que soit la réglementation, on n'arrivait pas à rendre obligatoire pour tous les salariés du secteur privé la filiation à une caisse de retraite complémentaire. Alors il y avait d'abord les grandes branches qui étaient déjà pourvues, elles comme la chimie, comme le pétrole, la métallurgie. Les salariés avaient déjà un système de retraite complémentaire. Pour les employés de magasins, il y avait beaucoup de femmes, 75% de femmes. Elles y tenaient beaucoup. On avait beaucoup travaillé et on avait obtenu tout de même de mettre sur pied un régime de retraite complémentaire, mais avec tout de même ces réserves encore, c'est que la cotisation patronale était le minimum, de ce qui était prévu par la loi, le minimum, pas le maximum, et que d'autre part, pour les grands magasins, ils avaient fixé une clause de fidélité de 15 ans. C'est-à-dire que si l'employé de magasin partait avant ces 15 ans, on lui remboursait la somme qu'il avait versée. C'est déjà pas mal. Mais petit à petit, tout ça a changé, tout ça s'est amélioré. Il y a eu, je ne sais combien ça se discutait aussi par branche professionnelle, donc d'innombrables caisses qui se sont créées, qui ont fini par être fédérées à l'UNIRS. On a établi un règlement commun pour toutes ces caisses, enfin, on a uniformisé tout ça, mis de l'ordre dans tout ça. Mais il restait encore, en 1970, d'après les statistiques même du ministère du Travail, environ 1 million de salariés français qui n'étaient pas affiliés à une caisse de retraite complémentaire. Et dans ce million, il y avait beaucoup de salariés, notamment des femmes, qui travaillaient dans des petites associations, dans des petites entreprises, où les patrons n'étaient pas très généreux. Et quand le personnel leur disait, mais enfin, nous, on voudrait bien aussi bénéficier d'une retraite complémentaire quand on prendra notre retraite, les patrons disaient, ça nous intéresse pas. C'est pour ça qu'ils n'intéressaient pas eux, ça aurait intéressé leur personnel. Et enfin, je peux dire qu'on a vraiment multiplié les démarches. On a embêté tout le monde, mais enfin, on y est arrivé. Et en 72, il y a eu enfin un fameux arrêté Balai qui rendait obligatoire, dans les 6 mois qui allaient suivre la promulgation de la loi, l'affiliation de tous les salariés du secteur privé qui est en retraite complémentaire. Ce qui était pour moi, je dirais, une des plus grandes joies de ma vie. Parce que vraiment, cette retraite complémentaire, ça représente à peu près 50% de la pension de sécurité sociale. C'est tout de même énorme. Et puis surtout, ça donne droit à un ensemble de services qui sont organisés par les caisses de retraite
l'aide au logement, par exemple, quand il y a des travaux à faire que le locataire ne pourrait pas payer. Encore, par exemple, quand il y a un enfant orphelin, la caisse intervient pour aider pour ses études, mais intervient efficacement. Non seulement ça a été vrai pour tous les salariés qui étaient en retard sur ce plan-là, mais encore, moi je croyais que tous les cadres avec leur corps de retraite du 14 mars 47 étaient tous affiliés à une caisse de retraite complémentaire. Ben c'était pas vrai, il y a encore beaucoup de cadres qui en ont profité. Et dans les départements d'outre-mer, la loi a joué aussi. Alors vous voyez, ça c'est bien pour moi l'action syndicale qui arrive petit à petit et qui tout de même finit par aboutir. Déjà, 1910, c'est 30 ans. Les assurances sociales le conservent et la sécurité sociale à la Libération aussi. Et ça ne va pas bouger jusqu'en 1971, où là, il y a une sorte de troc. On est dans ces réformes progressives et cistes qui ont lieu. On va troquer les 30 ans d'annuité contre 37 ans et demi, mais en échange, on va passer des 10 dernières années aux 10 meilleures années pour les salariés du privé. Le niveau des retraites va s'améliorer. Il va y avoir les pensions de réversion qui vont être améliorées à leur tour. On pourra cumuler une retraite et une pension de réversion, alors qu'avant, ça n'était pas possible. Il va s'améliorer parce que les conditions de vie s'améliorent. Et les salaires vont augmenter, et donc ça va évidemment rejouer sur les taux de remplacement et le niveau des remplacements au moment du départ à la retraite. Pour le calcul du régime général, on est 40% au départ. Dans les années 70, ça va être porté à 50%. Et si on y ajoute les complémentaires, de fait, quand on arrive dans les années 80-90, sur la base des 10 dernières années, puis qui deviennent les 10 meilleures années en 1971, on arrive à environ 75-74% du salaire des 10 meilleures années. La vraie, la bonne retraite à 60 ans, qu'est-ce que c'est? C'est le droit de partir, et non pas l'obligation, bien sûr. Après 37 ans et demi de carrière. Et ce qui est très important, c'est 37 ans et demi, toute profession. Auparavant, on ne reliait pas les professions entre elles. Tandis que là, comme au fond, les gens changent de profession dans leur vie, toutes ces années comptent pour leur ouvrir droit à retraite à 60 ans. Et à ce moment-là, on touche à 60 ans 50% du salaire dans le régime général. Mais cela n'entre en vigueur, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, que dans un an pour donner le temps de la négociation de la partie complémentaire de la retraite. C'est-à-dire les 20%. En moyenne. En moyenne. Les Français sont très attachés à un système où ils ont leur retraite légale, au fond celle dont moi je m'occupe en tant que ministre, 50% du salaire des 10 meilleures années, ou des 10 dernières années, la retraite, si vous voulez, légale pour tout le monde, et puis ils négocient par leur retraite complémentaire ce supplément. La réforme intervient en 1982. Elle intervient avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui dans un premier temps a été portée par ces mouvements sociaux et qui en réalise un certain nombre. Et notamment, en 1982, l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans sans diminution des pensions. Ça, c'est pour le régime général. Parce que pour les retraites complémentaires, qui sont gérées à part, ça va demander un certain temps avant que les retraites complémentaires s'alignent sur les 60 ans du régime général. Et on comprend bien que ça n'aurait servi à rien si les salariés pouvaient partir à 60 ans pour le régime général, mais si les retraites complémentaires ne suivaient pas par ailleurs. Donc ça nécessitera un certain ajustement, qui ne va pas se faire tout de suite, qui va demander 2-3 ans quand même. Mais indéniablement, là, on a une réforme qui a été portée par toutes les luttes sociales des années antérieures. Et à ce moment-là, on entre vraiment dans une période où, après le travail et après l'emploi subordonné, comme salarié, on peut vivre des années en bonne santé, quelques années en bonne santé, correctement. Et là, c'est un bouleversement qui n'est plus seulement social, mais qui est, je crois, civilisationnel. Alors ça, c'est la phase ascendante, parce que à partir de 87, les choses commencent à se dégrader.